Alors merci aux jeunes doctorants pour l'organisation et à l'ENSAP pour l'organisation de cette journée. Comme l'a rappelé tout à l'heure la directrice de cette école, la question de la prise en charge et de la prise en soin de nos aînés est au cœur de notre actualité, au cœur du fameux grand débat, au cœur des assises nationales des EHPAD qui se sont tenues à Paris les 12 et 13 mars dernier. L'une de ces sessions, le 12 et 13 mars dernier, avait pour titre « Famille et résidents dans les EHPAD au bord de la crise de nerfs ». Donc la question de l'avenir des EHPAD et de leur transformation est effectivement clairement posée. Et c'est cette question que se pose Marianne Müller à travers un prisme qui est celui des décès en EHPAD. Et puis, Marianne Müller, elle est chargée d'études à l'adresse, à la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, et elle est particulièrement chargée de la question de la dépendance en institution. Et puis Hippolyte, que je vous présente, Kouao, qui est doctorant en sociologie au centre Émile Durkheim à Bordeaux. Donc jusqu'à une époque récente, nous pensions que la question de l'accompagnement des aînés était propre à la société occidentale. Robert Castel, dans son ouvrage « L'insécurité sociale », nous avait expliqué comment la philosophie des Lumières, le libéralisme économique et philosophique nous avait conduit vers l'autonomie, nous faisant oublier qu'à certaines périodes de nos vies, nous traversions des périodes de vulnérabilité, nous pouvions ne pas être totalement autonomes. C'est le cas pour chacun d'entre nous au début de notre vie, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, aux situations de handicap, mais aussi évidemment lorsque nous abordons le seuil de notre vie. L'industrialisation et le développement de nos économies se sont par ailleurs accompagnés d'une mobilité professionnelle qui rend difficile la cohabitation intergénérationnelle et qui conduit au constat fait par Marianne Müller dans un article qu'elle a coécrit avec Delphine Roy sur les décès en EHPAD. Et dans cet article, elle nous apprend qu'un quart des personnes décédant chaque année en France sont des personnes résidant en EHPAD. Nous apprenons également qu'un quart de ces décès n'ont pas lieu dans l'établissement, mais au cours d'une hospitalisation. Marianne Müller s'est demandé si le fait de décéder en établissement ou en EHPAD pouvait s'expliquer par des caractéristiques intrinsèques de ces établissements. Ces établissements s'inscrivent-ils dans une démarche particulière de soins palliatifs? Et ces démarches sont-elles dépendantes des caractéristiques de l'établissement? Avec Hippolyte, on est alerté sur le fait que cette préoccupation n'est pas propre aux sociétés occidentales. Elle touche également l'Asie et l'Afrique, qui expérimentent aujourd'hui le même type de développement que l'Occident. Pourtant, Hippolyte rappelle que les retraités subsahariens restent distants des EHPAD, tant dans leur représentation que dans leur pratique. Est-ce à dire que ces retraités disposent de ressources sociales mobilisables en vue de faire face à leur grand âge? C'est la question qu'ils posent. Et dans le cas contraire, comment ces retraités arrivent-ils à se passer des EHPAD en dépit de leur santé physique déclinante et de l'absence d'aidants familiaux dans leur quotidien? Donc on va maintenant écouter Marianne et Hippolyte tenter de répondre à ces questions posées. Donc, bonjour, comme Emmanuel le disait. Donc, je m'appelle Marianne Müller, je suis chargée d'études à l'adresse. Je n'ai pas fait de recherche en sociologie. Et la présentation que je vous propose est sur la fin de vie en EHPAD, dans un contexte où, pour une grande partie de la population, l'EHPAD est le dernier lieu de vie. Donc, la présentation va revenir dans un premier temps sur le contexte démographique et son impact sur le profil des résidents. Et nous nous axerons ensuite plutôt sur le traitement de la fin de vie et des soins palliatifs en EHPAD et sur la question du lieu de décès des résidents d'EHPAD. Donc les données de la communication sont celles de l'enquête EHPA, donc l'enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées, sur laquelle je travaille plus spécifiquement.
Et donc les données datent de 2015, c'est la dernière édition de l'enquête. Donc au cours des dernières décennies, on assiste à un vieillissement de la population, donc à un accroissement de la proportion de personnes âgées au sein de la population, qui est dû notamment à l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi à l'arrivée de générations nombreuses à des âges élevés. Donc notamment les générations de l'entre-deux-guerres, mais aussi les premières générations du baby-boom. Donc on le voit sur la pyramide des âges que je vous ai montré avec un décalage des générations vers le haut. Donc les générations qui sont nées durant la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, qui avaient entre 20 et 45 ans, aujourd'hui entre 45 et 70 ans. Donc la proportion de personnes âgées dans la population augmente, et cela a un impact sur l'entrée en établissement. En effet, l'entrée en établissement intervient aujourd'hui de plus en plus tard dans la vie, donc du fait de l'allongement de l'espérance de vie, notamment en bonne santé, mais aussi du développement de services d'aide à domicile et d'une forte politique de maintien à domicile. Donc les résidents vont entrer plus âgés et plus dépendants ou moins autonomes. Les résidents qui sont entrés en 2015 avaient en moyenne 85 ans et 2 mois. C'est près de 8 ans de plus qu'en 1994, donc 20 ans plus tôt, où les résidents qui étaient entrés avaient en moyenne 77 ans et 6 mois. D'ailleurs, tandis que le recours à l'institution des personnes âgées tend à diminuer dans quasiment l'ensemble des catégories d'âge, il augmente chez les 95 ans et plus. Pour donner un chiffre, 46% des personnes âgées de 95 ans et plus fréquentaient un établissement d'hébergement pour personnes âgées en 2011. 4 ans plus tard, en 2015, c'est 60% des personnes âgées de 95 ans et plus qui fréquentent un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Donc, en fin de compte, si les services d'aide à domicile se sont développés, ils concernent avant tout les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie et sont assez peu peut-être adaptés à l'accompagnement d'un public très âgé et très dépendant. D'ailleurs, les établissements d'hébergement pour personnes âgées se sont transformés au cours des dernières décennies et spécialisés dans l'accueil d'un public très dépendant. C'est ce que nous montre la diapo suivante, avec notamment la création des EHPAD donc en 2002, donc on va apparaître qu'en 2007. Et donc les EHPAD ont progressivement, donc les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont progressivement remplacé les maisons de retraite. Et le champ des établissements d'hébergement pour personnes âgées s'est médicalisé au cours des dernières années. Aujourd'hui, il reste relativement peu d'établissements non médicalisés. Enfin, les résidences autonomie ou ex-logement foyer sont quand même nombreux, mais on voit que les EHPAD représentent plus de 70% des établissements et 80% des places des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc, dans le reste de la présentation, on va d'ailleurs s'axer uniquement sur les EHPAD, vu que c'est le thème de la journée aussi, et sur les résidents dont le profil s'est aussi modifié. Donc en 2015, 585 500 personnes âgées résidaient en EHPAD. Ils étaient très majoritairement accueillis en hébergement permanent, à 97%. Et donc la pyramide des âges qui est ici montre qu'il y a eu également une avancée en âge des résidents hébergés en institution, avec notamment un glissement de 80 à 90 ans à 85-90 ans entre 2011 et 2015, qui correspondent donc aux 2 éditions de l'enquête EHPA qui a lieu tous les 4 ans. Aujourd'hui, en 2015, 38% des résidents hébergés en EHPAD ont 90 ans ou plus, alors que c'était 30% en 2011.
Et aussi, de manière peut-être logique, les niveaux de dépendance tendent à croître. En 2015, 54% des résidents étaient très dépendants, donc c'est de la dépendance en termes de la grille Agir. Enfin, c'est les personnes qui sont en Agir 1 ou 2. Et c'était le cas de 50% des résidents en 2007. Donc l'évolution du profil des résidents en EHPAD va faire aussi émerger de nouvelles problématiques, notamment celle de la fin de vie. Et donc c'est de celle-ci dont je vais plus vous parler. En effet, les EHPAD sont confrontés aujourd'hui au quotidien à la fin de vie, vu que l'EHPAD est souvent le dernier lieu de vie de la personne. En 2015, 35% des personnes âgées de 75 ans et plus qui sont décédées vivaient en EHPAD. Ça représente 150 000 personnes, ou 150 000 décès. L'enquête EHPA collecte aussi les motifs de sortie, et parmi les motifs de sortie, on distingue les transferts vers un autre établissement, où les décès sont considérés comme des motifs de sortie aussi. Et 80%, enfin 82% des sorties d'EHPAD en 2015 correspondaient à des décès. Ils avaient lieu en moyenne 3 ans et 4 mois après l'entrée en établissement. Et donc si les décès peuvent avoir lieu au cours d'une hospitalisation, dans la majeure partie des cas, donc dans 3/4 des cas, ils ont lieu au sein de la structure. Et donc la fin de vie peut être gérée dans l'établissement et la majorité des établissements ont du reste mis en place au cours des dernières années des mesures liées à la fin de vie au sein de leur structure. Donc, en effet, depuis une trentaine d'années, les débats autour de la fin de vie ont progressé et plusieurs programmes politiques et plans politiques concernant les soins palliatifs ont été mis en place. Donc, pour rappel, les soins palliatifs, ce sont des soins actifs auxquels recourt le personnel médical et soignant pour soulager la douleur dans le cas d'une maladie incurable. Donc, ce n'est plus des soins qui ont vocation à guérir, mais ce sont des soins qui ont vocation à soulager la douleur et améliorer la qualité de vie en fin de vie. Et donc les EHPAD sont de plus en plus sensibilisés à l'accompagnement de la fin de vie et de plus en plus nombreux à mettre en place des procédures liées à l'accompagnement de la fin de vie. Donc, en effet, en 2015, 87% des EHPAD avaient mis en place des procédures liées à la fin de vie et 75% disposaient d'un volet soins palliatifs dans leur projet d'établissement. Pour recourir aux soins palliatifs, les EHPAD peuvent également faire appel à des équipes mobiles de soins palliatifs ou des réseaux de santé en soins palliatifs. Donc les équipes mobiles, elles vont davantage avoir un rôle de conseil et d'expertise en soins palliatifs auprès des autres professionnels. Et elles peuvent se déplacer à la demande des médecins ou du personnel soignant. Et donc 75% des EHPAD avaient signé une convention avec une équipe mobile de soins palliatifs ou un réseau de santé en soins palliatifs. Les réseaux de santé de soins palliatifs, ils vont plus avoir un rôle de coordination territoriale et de cohérence du parcours en soins palliatifs. Après, je vous fais m'arrêter ici. Et donc, mais toutefois, l'enquête EHPA montre que le recours aux professionnels spécialisés dans les soins palliatifs reste encore limité. Donc en effet, en 2015, 12 300 résidents avaient bénéficié de l'intervention d'une équipe mobile de soins palliatifs et 3 500 avaient bénéficié de l'intervention d'un réseau de santé en soins palliatifs. Ce qui est relativement peu en comparaison au nombre de décès qu'il y a eu durant l'année 2015 en EHPAD, enfin de résidents d'EHPAD qui sont décédés en 2015. Après, l'ensemble des résidents d'EHPAD n'étaient pas forcément susceptibles de relever des soins palliatifs et les établissements ont pu aussi ne pas nécessiter l'intervention d'équipes mobiles de soins palliatifs. L'enquête EHPA montre par ailleurs qu'en EHPAD, relativement peu de personnel dispose d'un diplôme universitaire de soins palliatifs. Donc c'est le cas de 75% des EHPAD n'ont pas d'employés
disposant d'un diplôme universitaire de soins palliatifs. Et donc, toujours, on constate qu'il y a un quart des décès de résidents d'EHPAD qui a lieu au cours d'une hospitalisation et pas au sein de la structure. Ce qui nous a amené, donc avec Delphine Roy, comme le disait Emmanuel, à nous demander pourquoi, en fait, dans quel cas le décès survenait plus à l'hôpital qu'au sein de la structure, et si la mise en place de procédures particulières à l'égard de la fin de vie ou le développement des soins palliatifs diminuait la proportion de décès à l'hôpital. Et ces questions se posaient peut-être plus particulièrement dans un contexte où l'hospitalisation en fin de vie est souvent non programmée et est perçue comme un épisode qui peut être vécu difficilement par la personne puisqu'on bouscule ses repères en fin de vie. Donc pour tenter de répondre à ces questions, nous avons réalisé une étude toutes choses égales par ailleurs. Donc on a testé différents modèles statistiques et l'objectif était d'estimer comment varier la probabilité de mourir au cours d'une hospitalisation plutôt qu'au sein de l'établissement en fonction d'une part des caractéristiques de l'établissement qu'on disposait avec l'enquête HPA et d'autre part des caractéristiques des résidents. Donc les résultats qui sont commentés dans les deux prochaines slides, c'est celles qui ressortent des différents modèles. Donc l'un des principaux résultats que montre notre étude, c'est que le lien entre l'application de mesures spécifiques à l'encontre de la fin de vie et le lieu de décès n'est pas en fin de compte évident. En effet, l'existence par exemple d'une convention avec une équipe mobile ou un réseau de santé en soins palliatifs ou d'un volet soins palliatifs dans le projet d'établissement n'est pas statistiquement lié à la probabilité de décéder dans l'établissement plutôt qu'à l'hôpital. En revanche, c'est plutôt l'organisation de la structure et l'organisation du personnel qui semblent être davantage liées au lieu de décès. On voit notamment grâce à ces modèles que la probabilité de mourir à l'hôpital est plus faible dans les EHPAD qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur, peut-être parce que l'accès aux médicaments est facilité. La probabilité de mourir à l'hôpital est également plus faible lorsqu'une infirmière est présente 24 heures sur 24 dans l'EHPAD. Et elle est en revanche plus élevée lorsque l'EHPAD rencontre des difficultés de recrutement du personnel, qui peuvent être notamment du personnel soignant. La probabilité de mourir à l'hôpital est également plus forte lorsque l'EHPAD compte une proportion élevée de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Donc ça, c'est peut-être plutôt le signe d'une population qui est fragilisée. Mais après, peut-être que les experts de la salle auront plus de pistes d'explication. Et les caractéristiques des résidents semblent aussi impacter le lieu du décès. En effet, la probabilité de mourir à l'hôpital plutôt qu'en établissement est plus faible pour les femmes, les personnes les plus âgées et les personnes les plus dépendantes. Et à l'inverse, elle est plus forte pour les hommes, les personnes les plus jeunes et les personnes les moins dépendantes. Et cela nous a fait penser en fait aux trajectoires de fin de vie bien particulières qui sont décrites par Scott Murray, un docteur en médecine, qui distingue notamment 3 trajectoires de fin de vie. Et les 2 premières trajectoires pourraient être du coup plus reliées à une probabilité plus forte de mourir à l'hôpital. Ce sont des trajectoires où l'état de santé est relativement constant et se dégrade soudainement en fin de vie, ou où l'état de santé est constant, se dégrade. Il y a plusieurs dégradations consécutives. Donc c'est plutôt des trajectoires qui sont associées notamment à des cancers, où il peut y avoir un déclin soudain et net, ou à des maladies chroniques où les sujets âgés vont avoir des phases où leur état se dégrade et puis ils vont s'en remettre et puis ainsi de suite. Mais où au final les hospitalisations peuvent être répétées et le décès est difficile à prévoir. En revanche, la probabilité plus faible de mourir à l'hôpital pourrait être associée plutôt à la trajectoire de fin de vie numéro 3, ou de type 3, évoquée par Scott Murray,
qui, elle, correspond plutôt à des personnes qui souvent sont très avancées en âge et atteintes parfois de maladies neurodégénératives, qui vont avoir plutôt un état de santé qui va décliner lentement. Et pareil, donc les personnes reconnues handicapées avant 60 ans ont une probabilité plus forte de mourir à l'hôpital, donc ce qui peut être dû aussi à une prise en charge plus complexe et qui va témoigner peut-être de la difficulté pour les EHPAD à prendre en charge ces personnes dans leurs protocoles habituels, y compris en fin de vie. Donc voilà, pour résumer rapidement cette présentation, l'augmentation de la proportion de personnes âgées au sein de la population et la hausse prévisible du nombre de décès au cours des prochaines années et décennies amènent à se questionner de nouveau sur la fin de vie en EHPAD et sa gestion dans la société. Les EHPAD sont particulièrement confrontés aux problématiques liées à la fin de vie et à son accompagnement. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'une culture palliative s'est vraiment développée en EHPAD et a aussi été soutenue par plusieurs plans gouvernementaux. Malgré cela, les conditions de décès des résidents restent différentes selon leurs caractéristiques et selon l'organisation de l'EHPAD. Donc, au final, la question de la journée était: peut-on se passer de l'EHPAD? Et nous, on se demandait peut-on se passer de l'EHPAD dans la gestion de la fin de vie et de quelle manière améliorer l'accompagnement de la fin de vie en EHPAD ou dans la société. Voilà. Merci beaucoup. Et le plan que je vais dérouler s'articule autour d'un bricolage du vieilli en rapport avec la déconstruction sociale des EHPAD, une rémanence de l'identité subsaharienne dans un contexte d'hybridation culturelle, et enfin les aspects de la vie privée familiale comme une soupape de sécurité pour l'isolement affectif et une échappatoire pour l'entrée en maison de retraite. Qu'est-ce qui était à l'origine de l'étude? Tout simplement, je fais une thèse actuellement sur la valeur du travail chez les retraités subsahariens. Donc c'est un autre pan de ma recherche qui essaie de montrer un peu pourquoi est-ce que quand on est retraité subsaharien, les maisons de retraite, ça dit rien en fait. Et le premier constat, on part du principe qu'il y a l'alibi du travail qui ne justifie plus la présence de ces retraités sur le territoire français. Et ça, c'est une logique que Sayad a développée en 1993. Donc presque, ils viennent pour travailler et ils sont encore là, alors que la retraite, ça signe la fin du travail. Donc ils doivent retourner dans leur pays d'origine. En plus, il y a cette question de modernité qui frappe un peu tous les espaces sociaux. Donc, avec Ulrich Beck et Moins, ils essaient de montrer que la modernité, les sociétés même africaines, même si elles sont parfaitement conservées, elles n'échappent pas à cette question de modernité qui fait que souvent dans les espaces ruraux, les vieux sont... il y a une mauvaise prise en charge des vieux, en fait. Les vieux sont délaissés. Et ça, il y a toute une littérature dessus sur la préservation de l'identité culturelle des pays face à la modernité. L'autre constat aussi qui est à l'origine de l'étude, c'est plutôt la question, on retrouve peu de retraités migrants dans les maisons de retraite, et ça a été démontré par Idriss en 2010. Donc, finalement, la question de recherche que je me pose, c'est de savoir comment rendre compte de la non-fréquentation des EHPAD chez les retraités subsahariens. Donc, c'est essentiellement une méthodologie qualitative avec des entretiens biographies au nombre de 26 qu'on a essayé de faire passer chez des retraités subsahariens. L'analyse était plutôt sur un mode compréhensif à la Kaufmann et le cadre théorique qui soutient notre travail, c'est plutôt le cadre théorique de l'épreuve chez Martuccelli. Donc, pourquoi est-ce que les retraités subsahariens fréquentent peu les maisons de retraite? La première réponse ou la première hypothèse qu'on pourrait se faire, c'est qu'ils font un bricolage du vieilli en rapport avec la déconstruction sociale des EHPAD. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'en Afrique,
la mise en place d'EHPAD est très difficile. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour construire les EHPAD, mais parce qu'il y a un coût culturel qui est associé aux EHPAD, en fait. Ce n'est pas une culture africaine d'enfermer les vieux dans un endroit en tant que tel. Voilà, parce qu'on se dit que la vieillesse est associée à cette question de longévité. Et la longévité en Afrique, il y a tout un culte qui est associé à la longévité. Et donc, quand on arrive à l'âge de la retraite, on part du principe que on a respecté, quand on regarde un peu les différentes cultures locales, donc notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des fêtes qu'on appelle, par exemple, il y a la fête de l'Ebeb qui magnifie le vieux, parce que le vieux, il est arrivé vieux, parce que justement, il a respecté 3 principes. Donc, il a respecté Dieu, il a respecté les génies, la nature, et aussi, il a respecté les autres vieux, en fait. Donc, s'il est là, c'est qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il a déroulés pour pouvoir être vieux. Et ainsi de suite. En fait, ça... Il y a des fonctions sociales également, il y a des fonctions sociales qui vont être associées à cette vision de la vieillesse, notamment en Afrique. Mais notamment, si je reviens sur le cas des retraités subsahariens qui migrent et qui viennent en France, c'est qu'ils ont été, on peut dire ainsi, ils ont été bercés dans ce moule culturel, en fait, de le vieux, c'est quelqu'un de sacré, tout et tout. Et même quand, en fait, en Afrique, quand tu cèdes, quand tu es dans les transports en commun et que tu dois céder la place à un vieux, tu ne cèdes pas la place à un vieux parce que c'est du civisme. Tu cèdes la place à un vieux parce que tu as peur qu'il puisse te jeter un sort, en fait. C'est pas, voilà, justement, c'est ça, en fait, qui en rapport. C'est pas, voilà, parce que le vieux, il te fait des clins d'œil, tu dis rien, et puis bon. Donc, c'est un peu ça. Et c'est cette socialisation, en fait, qui se déporte dans la société d'accueil, qui fait que ils vont essayer, cette dimension mythique et mystique du vieux, ils vont essayer de la préserver dans la société d'accueil. Donc, finalement, on dira qu'il y a des fonctions sociales qui sont autour de la personne âgée. Donc, il y a une fonction sociale qui est plutôt l'autorité politique. Donc, l'autorité politique, ça signifie que quand on est vieux, on a de l'expérience. Donc, on nous fait confiance. Et parce qu'on dit que généralement en Afrique, notamment au Burkina Faso, on dit que la gérontocratie, c'est un peu une forme de démocratie de Dieu, en fait. Donc, si vous ne sortez pas vainqueur de l'urne de Dieu, comment vous pouvez avoir une longue vie et gouverner vos frères? Donc, en gros, c'est comme si ceux qui arrivent à la retraite, c'est Dieu qui les a choisis pour arriver à la retraite. Donc, ils sont en mesure de gouverner les autres. Donc, à eux, on donne tout le crédit. Il y a aussi une dimension religieuse, j'ai évoqué un peu la peur des sorts. En fait, c'est aussi ça, parce que le vieux, il est aussi le gardien de tout ce qui est tradition, il connaît beaucoup les rites. Et puis après, il y a cette fonction pédagogique du vieux qui fait que, parce que justement je suis vieux, j'ai de l'expérience, je peux mieux éduquer, mieux affronter les problèmes. Donc, par rapport à cela, la question des EHPAD, il associe au déclin. Donc, aller en EHPAD, pour eux, c'est une question, c'est aller mourir, en fait. Ça se rapporte aussi au paradigme de Lefrançois sur notamment les EHPAD qui sont considérés comme une sorte de finitude. On va en EHPAD, on va mourir, et donc, ils ne veulent pas aller en EHPAD pour mourir, en fait. Donc, toujours en parlant de ce rapport entre de cette culture africaine qui déporte dans la société d'origine, il montre également que, parce qu'en Afrique, on peut vivre, c'est-à-dire on n'est pas obligé quand on est jeune, même si on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'est pas obligé d'aller prendre sa maison pour laisser son père, en fait, un peu comme une sorte d'indépendance. En Afrique, même si on a 60 ans, on peut toujours vivre avec ses parents. Ça, bon, c'est un peu peut-être la génération Tanguy, ça ne gêne pas, en fait, c'est pas un problème. Ils font ce qu'ils font, ils font des foyers dans des foyers. Bon, au fil du temps, on ne sait même plus qui est le père, qui est la mère, parce que tout le monde est... Bon, bref.
Donc c'est un peu ça qu'aussi il déporte dans la société d'origine, en montrant que la cohabitation en fait avec les enfants, ça gêne pas pour eux. Pourquoi est-ce qu'on va aller dans la maison de retraite alors qu'on peut toujours cohabiter avec nos enfants? Donc c'est une dimension qui est assez présente dans les représentations des retraités subsahariens, parce qu'ils disent que qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on a un enfant, on s'occupe de l'enfant parce que l'enfant n'a pas de dents en fait, pour que l'enfant puisse s'occuper de nous quand on n'aura plus de dents, en fait. C'est une métaphore pour dire qu'il y a une sorte de solidarité intergénérationnelle qui doit être déroulée, en fait. Donc, si on a ça, pourquoi est-ce qu'on va dans les maisons de retraite? Ça ne sert à rien d'aller dans les maisons de retraite. Donc, j'enchaîne sur le deuxième point, donc notamment le deuxième résultat, ou la deuxième hypothèse, qui est plutôt en rapport avec la rémanence de l'identité subsaharienne dans un contexte d'hybridation culturelle. Donc on sait que la retraite, c'est une temporalité qui est traversée par des idéologies bien spécifiques, tout et tout. Et ils sont dans cette sorte d'hybridation culturelle. Pourquoi? Parce que voilà, ils essaient de mixer entre culture d'origine et culture du pays d'accueil. Ce n'est pas toujours évident parce que dans ce dualisme culturel, ce qu'ils essaient de faire, c'est une analyse de l'ordre des coûts-bénéfices. Ils vont essayer de prendre ce qui est positif dans la culture d'origine, essayer de prendre ce qui est le plus positif aussi dans la culture du pays d'accueil pour essayer de mixer. Donc, on a un ensemble de verbatim où ils nous disent clairement que, bon, le premier qui dit que quand lui va en vacances en Afrique, typiquement, on dit qu'il est, voilà, il a la main dure, en fait. Bon, il donne pas beaucoup de sous aux personnes qui sont là-bas. Parce que justement, on le considère plus comme un natif, en fait. On le considère comme un Français ou je sais pas. Mais quand il arrive aussi en France, ben, on ne le considère pas aussi comme un Français, on le considère comme un immigré. Donc lui, on ne lui demande pas son avis, mais vous êtes quoi au fond, en fait? Et le deuxième qui nous dit qu'en fait, lui, il vit sur deux modèles, et c'est ça, typiquement, il vit sur deux modèles et ils sont obligés de s'adapter, c'est pas toujours évident. Le troisième, c'est toujours au niveau des avantages coûts-bénéfices qu'ils font, c'est qu'ils disent qu'ils essaient de faire une comparaison avec les chefs d'État africains qui viennent se soigner en France. Donc pour eux, pourquoi est-ce qu'ils vont retourner alors qu'ils ont cette possibilité de se soigner en France? Ce qui fait dire que la parité culturelle est assez illusoire, parce que bon nombre de retraités subsahariens pensent qu'il faut réaffirmer cette identité. Donc, quand on est à la retraite, on se dit que voilà, j'ai réussi là où beaucoup ont échoué parce que je suis venu pour la migration, pour travailler, pardon. Et aujourd'hui, j'ai acquis un certain nombre de capitaux que je dois... bon, c'est le moment maintenant de profiter. Parce que justement, la figure de l'immigré associé au travail, toujours à la retraite, donc même quand il cesse de travailler à la retraite, c'est pour eux, c'est une autre manière aussi ils continuent de travailler en fait. Donc on aura des investissements dans des associations nationales pour essayer de véhiculer en fait ce particularisme culturel. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans une forme de rachat ou de rédemption. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont passé tout leur temps à travailler, maintenant, à la retraite, ça sera une manière aussi de se racheter en parlant eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils sont dans les associations, ils vont essayer de faire partager leur histoire, la migration, tout, pour essayer de se racheter, en fait. Comme s'ils devaient quelque chose à l'Afrique. Donc, si ils entrent en maison de retraite, ce ne sera pas possible, en fait, de le faire. Mais en même temps... ce que Issam Idriss essaie de montrer, c'est que même quand ils sont toujours à la retraite et qu'ils sont dans des maisons de retraite, ils viennent toujours en aide aux autres, en fait. C'est-à-dire ils continuent à travailler, ils font le travail des professionnels. Parce que cette figure de l'immigré qui est associée au travail n'est pas, en fait, c'est pas détachable. Pour eux, c'est toujours dans cette logique-là qu'ils agissent. Et puis finalement, le dernier point que je vais aborder, c'est les questions de vie privée, vie familiale comme soupape de sécurité et échappatoire pour l'entrée en maison de retraite. Donc, c'est un peu ce que je disais, ils ont toujours travaillé, donc ils ont acquis des biens immobiliers et monétaires.
Et donc, si j'ai une maison, la question qui se pose, c'est si j'ai une maison, j'ai de l'argent, relativement, pourquoi est-ce que je vais toujours dans une maison de retraite, en fait? Alors que la maison de retraite, on considère ça aussi comme une autre maison, en fait. Donc, éviter l'entrée en maison de retraite un peu par la solidarité intergénérationnelle, comme je le disais un peu. Donc, si on a des enfants qui s'occupent de nous, si on a des proches qui sont là, si on a de l'argent, si on est toujours dans cette dynamique d'apporter notre soutien à nos enfants aussi, ça ne sert à rien d'aller dans des maisons de retraite, en fait. Parce que c'est un peu un sentiment égoïste qu'ils avancent, parce que ils se disent que voilà, on est toujours dans cette optique, faut s'aider, il faut s'entraider. Et si on s'entraide, la maison de retraite, c'est totalement inutile. Donc il y a aussi, ils refusent de rentrer en maison de retraite parce qu'il y a le mythe de la détention d'un patrimoine matériel ou immatériel. Donc ils vous diront que, par exemple, c'est-à-dire quand ils sont venus à la migration, ils ont travaillé toute leur vie et ils ont eu une maison maintenant. Et vous leur demandez de quitter cette maison qu'ils ont eue pour aller dans une autre maison, en fait, où ils vont payer cher, notamment, et puis où ils n'auront plus de repères, en fait. Donc, pour eux, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien d'aller dans cette maison de retraite. Et puis, il y a tout un mythe, en fait, quand ils sont dans le quartier, ils diront que nous, on est les premiers résidents, en fait. On est les premiers résidents de ce quartier. Et ceux qui étaient là, il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup. Nous, on est les survivants. Et tu me demandes de partir, mais non, non, non. Donc, en fait, ils vont jouer aussi sur ça pour montrer que il y a des gardiens qui sont là et ces gardiens ne peuvent pas disparaître comme ça. Donc, en gros, ce que je disais, c'est une stratégie qui vise à minimiser les effets de la déprise et lutter contre l'étrangeté du monde, en fait. C'est Karadec aussi qui montrait ça. Et c'est en quelque sorte une déprise stratégique qu'ils opèrent en restant dans leur maison, car comme Malon, en 2004, l'affirme, circonscrit le vieillissement en un lieu, réduit le champ des possibles et le déploiement de l'incertitude. Donc, je maîtrise ma maison, je sais où est rangée ma cuisine, je sais où j'ai construit mes choses. Donc, du coup, je ne vais pas perdre ça pour aller dans une maison que je ne maîtrise pas. Donc, demeurer en France, c'est aussi parce que dans sa relation avec sa famille qui est restée en Afrique, il y a aussi le fait de préserver le mythe de l'immigré, en fait. Donc, riche en devises locales et pauvre en euros. Donc, voilà. Je dis n'importe quoi, il gagne 1 000 € par mois. Si on convertit en francs CFA, ça fait totalement 600 000 francs. Donc 600 000 francs en Afrique, le SMIC, notamment en Côte d'Ivoire, le SMIC, c'est 60 000 francs. Donc vous voyez qu'il gagne 10 fois quasiment ça, quoi. Et donc pour lui, en restant ici, il est auréolé de ce mythe de l'immigré riche, même s'il souffre ici, même s'il est pauvre, il s'en fout en fait. Donc pour lui, c'est rester ici et pas aller dans les maisons de retraite. Donc c'est aussi une tentative de se soustraire aux sollicitations des proches et esquiver au maximum. Donc, ils sont dans cette optique où ils ne vont pas totalement rester en Afrique. Ils seront entre deux, ils seront go-between, comme on le dit. Et puis, voilà, ils sont au maximum en France. Ça leur permet maintenant de gérer tout ce qui est doléances. J'ai besoin de telle chose, tout et tout. Donc, ils gèrent ça à distance, en fait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pourquoi les retraités subsahariens ne partent pas dans les EHPAD, notamment? On dira que c'est parce qu'il y a un adossement à la culture d'origine qui magnifie les personnes âgées, donc le culte de la longévité. Et généralement, ce culte de la longévité, en fait, quand on est vieux, vu qu'on a bénéficié des faveurs des autres vieux pour être vieux, il faut faire bénéficier de ces faveurs-là maintenant à ses enfants ou à son entourage. Et donc, on ne va pas faire bénéficier de ces faveurs-là à son entourage en allant dans une maison de retraite où il y a déjà des vieux, en fait. Donc, il faut donner cette bénédiction à des jeunes, pas à des vieux. Donc, c'est pourquoi on ne va pas dans les maisons de retraite. Donc,
Également, les coûts affectifs, culturels, financiers et patrimoniaux qui sont associés à la maison de retraite n'en valent pas la peine. Généralement, c'est des migrants qui ont souffert pour venir en France, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont essayé de construire quelque chose et finalement, où ils doivent en bénéficier, on leur demande d'aller dans des maisons de retraite. Donc, ça ne sert à rien pour eux parce qu'ils pensent que le plus important, c'est de rester dans sa maison, de faire profiter au maximum parce que généralement, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont passé toute leur vie à travailler, donc ils n'ont pas eu le temps pas de s'occuper, mais de voir leurs enfants. Ce qui fait qu'ils sont obligés, c'est une forme de rattrapage, en gros. Et parallèlement, la nature même de l'épreuve, quand on dit épreuve, voilà, ils disent bien que si on réussit une épreuve, c'est-à-dire quand on a l'examen, par exemple, du bac, ben, on va en classe supérieure. Donc, on ne revient pas en arrière pour repasser l'examen du bac. Donc, la maison de retraite, pour eux, c'est comme ça qu'ils la voient. Donc, pour eux, la retraite, c'est une nouvelle vie qui ne suppose pas de se mettre dans la maison de retraite. Voilà. Merci. Alors moi, je ne vais pas parler trop longtemps parce que j'ai envie de laisser plutôt la parole au public, mais probablement qu'il y aura peut-être des questions autour de ça qui vous seront posées. Merci pour cette étude, en tout cas statistique, qui est importante pour ceux qui travaillent autour de cette question. Et puis je remercie beaucoup Hippolyte pour sa présentation. Je me dis que finalement la représentation des EHPAD des retraités sud-africains, subsahariens, elle est peut-être pas très différente de la représentation de nos aînés en France. Qu'elle pose plus largement la question de la représentation de la vieillesse, hein, quelle est la place que l'on accorde à nos aînés, que ce soit en France ou en Afrique. Et puis, j'ai relevé quelque chose qui anticipe peut-être sur les sessions à venir, sur la session concernant les alternatives aux EHPAD, qui m'a interpellée. Vous aviez cité un verbatim d'un monsieur qui disait, qui comparait la maison de retraite à la crèche, hein, qui disait, mais quand on a des tout petits enfants, on les mène à la crèche, mais on les laisse pas, on vient les récupérer le soir. Je me disais que peut-être c'était une piste, hein, l'accueil de jour en EHPAD, de se dire, ben oui, de la même manière qu'on laisse un enfant en EHPAD, quand c'est possible, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de pouvoir laisser la personne âgée le jour et puis on viendrait le récupérer comme à la crèche à la fin de la journée. Voilà. Je m'arrêterai là pour vous laisser la parole. Moi, j'ai une question pour vous deux, donc. C'est en gros la même question que je vais formuler quelque peu différemment. Je m'interrogeais sur la place des proches. Est-ce que dans vos travaux, vous avez des données qui permettent d'interroger la place des proches dans l'épreuve du vieillissement pour Hippolyte, et notamment la question des choix résidentiels? Et pour Marianne, est-ce que les données quantitatives disponibles, la base de données, permettrait de croiser ces résultats avec la place de la famille, l'investissement des aidants ou la configuration familiale, tout simplement? Voilà. Pour l'enquête sur laquelle je travaille, elle est vraiment centrée sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Et donc, elle est auprès des gestionnaires d'établissements, donc il n'y a pas de volet sur les aidants. Toutefois, à l'adresse, il y a une enquête qui, justement, a un volet sur les proches des personnes âgées en maison de retraite qui s'appelle CARE. Et cette enquête que je connais pas très bien est aussi une enquête statistique, mais par questionnaire administré en face à face. Et elle revient sur la fréquence de venue de l'aidant, par exemple, l'aide financière aussi, sur plusieurs aspects de l'aide, mais tout en restant quantitative, oui. Les deux bases de données sont vraiment incompatibles, il n'y a pas de croisement possible Eh bien, si on pourrait sûrement croiser avec le numéro FINES, mais après on pourrait, qui est du coup l'identifiant de l'établissement, mais on ne pourrait pas croiser, je pense, avec le senior, où il faudrait faire des appariements sur des dates de naissance, date de naissance, établissement,
dire, mais elles ne sont pas aux mêmes dates, donc je pense que ce serait compliqué. Après, l'enquête CARE est mise en relation avec d'autres bases de données, donc est appariée avec d'autres bases de données. Et l'étude sur les aidants, ils sont en train de faire un gros travail sur ce qui concerne les aidants. Donc très prochainement, je pense qu'il y aura encore plus d'informations de ce point de vue-là, d'informations statistiques toujours. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu. Mais... Non, j'ai pas déroulé une étude statistique, donc j'ai pas notamment une base de données statistiques qui pourra, voilà. Voilà, bah après, pour répondre à la question, il y a l'enquête SHARE, qui est une enquête sur le vieillissement, qui a un volet aussi aidant. Donc, moi, au niveau des entretiens, j'ai pas aussi déroulé des entretiens formels avec des aidants ou des proches, mais ce que j'essaie de montrer, la difficulté aussi de faire des entretiens avec des subsahariens, c'est que généralement, l'entretien individuel, ça finit par devenir des entretiens collectifs. Donc, il y a aussi ça parce que, voilà, et oui, les proches, quand on regarde les profils de ces personnes-là, c'est que généralement, les hommes sont à la retraite et la femme, il lui reste encore 5 ou je sais pas 6 ans de travail encore, parce que les femmes sont très jeunes par rapport au mari. Donc, ce qui fait qu'aussi l'entrée en maison de retraite est un peu compliquée. On regarde aussi la situation de son épouse, en fait. Et souvent, on n'hésite même pas à demander, ben, on fait quoi, chérie? Si tu finis de travailler, on reste ou on s'en va, en fait? Donc, il y a aussi cette dimension-là. Et puis, au niveau des enfants, surtout des petits-enfants, parce que les enfants, ils sont devenus grands. Et c'est surtout garder les petits-enfants qui est beaucoup... qui utilisent ça, en fait, cette stratégie-là. On va garder les enfants, on va aller voir les enfants. Donc, un peu au niveau des aidants, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si... Voilà. Moi, il me semblait quand même qu'il y avait une différence d'appréhension des proches. Enfin, j'ai l'impression, et vous l'aviez dit, Hippolyte, dans une des verbatims, que les personnes âgées attendent une prise en charge de leurs proches. Et cette attente-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout réelle chez les personnes occidentales, dans le sens où, au contraire, il ne faut surtout pas devenir un poids pour le proche. Il y a cette envie de ne pas être un poids pour le proche. Donc oui, effectivement, ce que je disais notamment au niveau de la vision, quand on est en Afrique, avec par exemple la fête de l'Ebeb, il y a ce culte qui magnifie la personne âgée. Mais il y a aussi, au-delà des fonctions sociales, il y a aussi cette solidarité économique où on se dit que la personne a eu à s'occuper de nous, en fait. Donc, on retourne maintenant, on doit essayer de s'occuper de nous, en fait. C'est du donnant-donnant, en fait. Parce que si cette personne ne s'était pas occupée de nous, ben, est-ce qu'on pourrait être là aujourd'hui? Donc, il y a beaucoup de ça, en fait. Je dirais qu'il peut y avoir une forme de contraste. Mais ce qui ressort aussi, généralement, ce qui ressort le plus, c'est qu'on est dans cette optique où la personne âgée n'est pas vue comme nécessairement un poids, en fait. Parce que c'est ton père, en fait. C'est ton père, c'est ta mère. Et toi également, tu veux vivre longtemps. Donc, si tu penses que, voilà, comme je disais, on sait un peu les malédictions qui sont associées à ce que l'autre dit. Par exemple, quand le père dit je te réunis, en Afrique, je ne sais pas, hein, je ne connais pas beaucoup la société occidentale, mais bon, quand le père il dit en Afrique il te réunit, il y a des cérémonies qu'on doit faire pour essayer de rétablir ça, en fait. Donc il y a un lien qui est très fort, peu importe, en fait. Et même si ton père te demande de l'argent, tu seras toujours dans cette dimension, même si tu n'as pas, en fait. Bon, je vais essayer d'anticiper sur mon étude que je fais. Il y a ce qu'ils appellent la baraka, en fait. Notamment, la baraka, c'est la chance. Et la chance, en fait, en aidant son parent, on a cette baraka, on maintient la baraka, en fait. Donc, c'est pas, même si je gagne 2 euros et que mon père me demande 1000 euros, je trouve les 1000 euros parce qu'il y a cette baraka qui va me permettre de vivre assez longtemps, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, j'avais une question pour chacun d'entre vous. Sur la fin de vie en EHPAD, alors, certains sont hospitalisés et décèdent même quelquefois au service d'urgence. Est-ce que vous avez travaillé sur le pourcentage de résidents qui avaient
donné leur directive anticipée, sachant que c'est important pour l'ensemble de la population? Quel est le pourcentage dans cette salle de ceux qui ont donné leur directive anticipée? Et que ça joue beaucoup, et les soignants, les médecins, les professionnels sont quelquefois bloqués par rapport à l'absence de directive anticipée, et c'est la difficulté des professionnels de travailler cet avenir ou cette fin de vie, quelle que soit la temporalité, avec les personnes. Est-ce que vous avez ce pourcentage-là? Et pour M. Kouao, alors là, je n'y connais rien du tout en sociologie, est-ce que vous pensez qu'il y a le côté culturel, mais aussi le côté temporalité, et qu'en fait, si on regardait les représentations de la vieillesse dans les années 1950-60 en France, est-ce que finalement, on n'est pas à peu près sur des mêmes ressentis, c'est-à-dire que les personnes qui vivaient à cette époque-là n'avaient absolument aucune envie d'aller en maison de retraite il y a 70 ans en France? Pour les directives anticipées en EHPAD, en effet, cette question n'est pas dans le questionnaire. Mais justement, on l'ajoute cette année, parce qu'il va y avoir une nouvelle édition en 2019, vu que c'est une enquête qui a lieu tous les 4 ans. Et donc on ajoute cette année cette question des directives anticipées, vu que c'est aussi le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs qui nous avait beaucoup alerté là-dessus. On peut peut-être ajouter que la pratique des directives anticipées ne résout pas non plus tous les problèmes, qu'elle permet aux établissements de se prémunir contre le risque juridique, ça sûrement, mais que quelquefois, ce qu'on a pu décider il y a 10 ans, 2 ans, ou le matin même, n'est pas forcément ce que nous avons en tête l'après-midi ou le soir, et que les personnels, malgré la présence quelquefois des directives anticipées, ne sont pas toujours très... C'est mieux que rien. Médicalement, je vous répondrais que c'est surtout qu'on n'a pas de directive anticipée. Oui. Si on en avait, ça nous aide. Oui. Oui. Oui, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une sorte de... je pourrais dire que c'est... l'histoire est un perpétuel recommencement, en fait. Et notamment, dans le cas des retraités subsahariens, ils ont... il y a une habitus, en fait, parce que, justement, ils ont été socialisés dans cette société subsaharienne, africaine. Et même quand ils migrent, quand ils viennent en France, ils gardent ça, en fait. Ils gardent. Donc, peu importe les avantages que vous allez leur donner sur l'EHPAD, même si on leur donne, je sais pas, des milliards, en fait, c'est culturel. C'est totalement culturel. Pour eux, ça ne sert à rien d'aller dans les EHPAD, en fait. Donc ça, je pense que c'est peut-être c'est quelque chose qui revient, je ne sais pas, mais moi je dirais plutôt au niveau des retraités subsahariens, c'est quelque chose qui a toujours été. Donc il n'y a pas eu forcément une rupture. Voilà. Hippolyte, moi je te poserais peut-être une question en lien avec celle-ci. Est-ce que... on a parlé de la représentation des EHPAD, de la vieillesse, mais qu'en est-il de la représentation de la mort? Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une sorte des savoir-faire autour de la mort qu'on a peut-être plus dans les familles en France et qu'on délègue quelque part au CHU ou aux EHPAD au moment du passage vers la mort? Est-ce que tu notes des particularités? De toute façon, la mort dans la société, société africaine, parler de mort, c'est... Bon, moi, j'ai pas typiquement abordé ça avec eux, parce que parler de la mort avec quelqu'un qui est vieux, ça pose des... Bon, pas que ça pose des problèmes, mais c'est délicat dans ce genre de choses. Mais il y a... ce qu'ils essaient de montrer, c'est que pour eux, la mort, en fait, c'est... Comme je disais, la vieillesse, c'est comme un nouveau bébé, en fait. Et mourir, ça, on sait, tout le monde sait qu'on va mourir, ça c'est clair. Mais quand, en fait, ils vont essayer de parler plus de vie que de mort, en fait. Ce qui est le plus important, c'est pas tant de parler de la mort, mais c'est de parler de la vie. Donc, j'ai 1 ou 2 fois abordé la question de mort, notamment. Qu'est-ce que ça dit si, parce que généralement, ils ont la nationalité française, que je demande, est-ce que vous vous sentez français? Bon. On ne se sent pas français parce qu'on ne peut pas changer la couleur de peau.
Voilà. Justement, le fait de devenir français, c'est une sorte c'est pour mettre fin à la précarité du séjour. C'est une sorte de mobilité administrative qui ne signifie pas mobilité culturelle. Donc, ils vont garder ce penchant-là, toujours en parlant de vie, en fait, en parlant de vie. Même quand ils doivent mourir, ils disent, je n'ai pas forcément abordé cette question de mort ou de vie, parce que pour moi, mes enfants, ils savent où je vais m'enterrer, en fait. Ça ne se pose pas. On sera enterré dans mon pays d'origine. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si je n'ai pas énormément de données pour parler sur la mort, mais je sais qu'il y a Wolf et Athias Donfuit qui ont réellement traité de cette question de la mort des immigrés, en fait. Bonjour, moi j'avais une question surtout pour Hippolyte. Et c'était à savoir si dans l'échantillon, il y avait aussi des personnes qui étaient plus âgées, parce que de ce que je voyais là dans les extraits d'entretien, c'était des personnes qui me semblaient quand même assez jeunes, quelque part. Parce que ils étaient situés dans la soixantaine, donc je trouvais qu'il y avait encore quand même peut-être une bonne projection par rapport au moment peut-être de l'entrée en EHPAD, et puis notamment ce qui pourrait peut-être être contrarié, par exemple les plans d'être pris en charge par la famille. Ça peut être contrarié par toutes sortes de raisons, y compris par exemple par le fait que des enfants éventuellement voudraient pas. Enfin, moi je le voyais à la fois dans mon entourage, puis aussi dans mes recherches, par exemple des personnes qui viennent de pays où les prises en charge sont très familiales, comme notamment dans le milieu rural en Roumanie, et dont les enfants ne souhaitent pas avoir ce genre de prise en charge. Donc des fois ils sont mariés avec des personnes qui non plus souhaitent pas ce genre de prise en charge, c'est-à-dire de venir habiter chez les enfants une fois que peut-être qu'il y a une dépendance qui s'installe. Donc voilà, c'était ça. Et d'où l'intérêt aussi, je pensais peut-être de questionner les enfants, enfin si jamais, ce que vous avez dit, souvent les entretiens tournent de manière collective, mais à savoir si les enfants aussi sont pris en charge, enfin sont pris dans l'échantillon, dans l'échantillon, dans la population interrogée. On va prendre une deuxième question d'échantillon. Merci, pardon. Iris Lefeuillère, je saute sur l'occasion de la question échantillon aussi. Vous avez parlé de 26 entretiens et je voulais savoir si vous pourriez en dire un tout petit peu plus sur la manière dont vous avez recruté vos enquêtés. Comment est-ce que vous avez panaché peut-être à l'intérieur de cet échantillon, notamment en termes de positionnements sociaux, sans parler vous avez abordé un certain nombre de nationalités, peut-être de positionnement ethnique aussi. Je ne sais pas si vous avez quelques informations à ce sujet-là. Et je voulais rajouter au passage un commentaire et une question à Marianne Muller aussi. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir repris et de continuer cette enquête EHPA qui est une ressource rare et très très précieuse. Et je sais d'autant plus que pour travailler à l'étranger, toutes les données que vous nous permettez d'utiliser dans les enquêtes aussi qualitatives particulièrement, sont très très précieuses. Donc, je vous remercie pour ça. Et je voulais vous poser la question, vous parlez de l'évolution du profil des résidents, et je voulais savoir si vous avez aussi des données sur l'évolution du profil des professionnels qui travaillent en EHPAD, notamment en termes de formation, et peut-être même de formation continue, en fait, de la place de la formation continue à l'intérieur des établissements. C'est une question qui m'intéresse particulièrement pour mes recherches du moment. Donc, notamment au niveau de l'âge que j'ai présenté, moi je dirais que généralement quand on parle des Africains, on dit qu'ils truquent les papiers, et généralement quand on met un âge comme ça, il faut ajouter peut-être plus de 10 ans, quoi. Donc ça c'est... Voilà. Mais sinon au fond, on retrouve des vieux, des plus vieux. C'est plutôt lié en fait à la vague d'immigration. Les retraités subsahariens, c'est la seconde vague d'immigration qu'a connue la France après la vague algérienne, maghrébine, tout ce qu'on connaît. Et c'est maintenant qu'ils arrivent, la plupart, qu'ils arrivent à la retraite en fait. Donc on sera plutôt sur des variantes, des gens qui ne sont pas trop vieux, mais des gens qui sont dans la soixantaine, 70 ans, mais on ne va pas forcément retrouver des gens qui ont 90 ans. Oui, peut-être de façon informelle, ils ont 90 ans, mais de façon formelle, sur les papiers, ils auront, 60 ans, 70 ans. Voilà. Et donc, oui, c'est un peu la discussion aussi que j'ai eue avec mon directeur de thèse, c'est de savoir si on ne pourrait pas intégrer aussi cette question des enfants, parce que finalement, quand on fait l'entretien, voilà, il y a des gardiens de la mémoire, parce que quand on est vieux, la mémoire est déclinante, donc souvent c'est un enfant qu'on essaie d'appeler pour essayer de rappeler certains passages de vie, quoi.
Et je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Et puis, au niveau de l'échantillon, bon, moi, je ne suis pas plutôt à l'aise de parler d'échantillon parce que je ne suis pas dans une recherche quanti où j'essaie de faire des, je sais pas quota, ou je suis plutôt dans une logique d'informateur. Donc, la structure de la migration en France, c'est plutôt une structure qui est assise sur quoi? Sur les Sénégalais. Notamment, je parle de la migration subsaharienne. C'est des Sénégalais, c'est des Maliens, c'est bon, plus des Sénégalais. Donc, dans mes informateurs, on va plutôt retrouver beaucoup de Sénégalais, on va retrouver beaucoup de Maliens, on va retrouver des Ivoiriens, on va retrouver des Burkinabés, on va retrouver peu de Mauritaniens, en fait. Et c'est un peu ça, il n'y a pas de choix qui est fait. On est plutôt sur du hasard. On essaie d'interroger les populations parce que un Sénégalais, c'est un subsaharien, donc pas du principe discuter. Après, c'est vrai que je ne nie pas qu'il peut y avoir des invariants culturels au niveau de chaque nationalité, nationalité qu'on interroge. Mais moi, c'est pas tant ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est de voir un peu dans toute cette différence, en fait, sur quel point commun ils se retrouvent. Donc, les verbatims que j'ai essayé de présenter, donc c'est à la fois montrer un peu la variété de l'échantillon pour dire qu'on rencontre des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Mauritaniens. Donc, sinon, on peut trouver d'autres. Et il y a des populations subsahariennes qui ne sont pas forcément visibles, en fait, dans mon échantillon. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et du coup, pour la deuxième question, déjà, merci beaucoup de toutes ces remarques. Et en effet, l'enquête EHPA est particulièrement riche parce qu'elle comporte plein de volets différents, à la fois sur les caractéristiques des établissements, sur leur activité, mais aussi, il y a en effet tout un volet sur le personnel des établissements, et où chaque membre du personnel est décrit individuellement. Et donc, c'est possible de voir l'évolution du personnel. Donc, on connaît l'âge, les formations, enfin oui, le diplôme, la fonction exercée et toute une série de variables. Donc, c'est possible pour vos études. Après, je n'ai pas les résultats en tête parce qu'on n'a pas étudié ce volet en particulier. On s'était plus axé dans le cadre d'un article sur l'évolution de la place des femmes dans le personnel, où on remarquait que si les femmes sont majoritaires, elles restent minoritaires dans tout ce qui est personnel de direction, mais que ça a tendance quand même à évoluer au cours des dernières années. Donc, oui, non, dans le sens d'une féminisation, même si elle reste assez limitée. Et donc, je vous invite sur Datadress aussi, donc c'est un site du ministère, il y a beaucoup de données chronologiques, temporelles. Voilà. Merci. Donc merci à vous deux pour vos communications. Anne-Bérénice Simzac, donc Fondation Médéric Alzheimer. Je rejoins tout à fait Iris sur la richesse de l'enquête EHPA, puisque moi, elle m'a beaucoup aidée aussi pendant ma thèse, et c'est là où j'ai trouvé les données les plus probantes sur les logements foyers. Et c'était vraiment la seule base de données qui m'était disponible. Donc merci. Et j'ai une petite question en complément pour Hippolyte. On n'a pas beaucoup parlé de la place des femmes en fait dans donc vos enquêtés que donc vous mentionnez. Il y avait des femmes, et si oui, est-ce qu'elles ont un positionnement différent de celui des hommes? Parce qu'on peut imaginer peut-être que le genre, je ne connais pas du tout bien la culture subsaharienne, mais peut avoir un impact sur les discours. Merci. Donc, au niveau de... La place de la femme, en fait, c'est plutôt une question qu'on me pose à chaque fois, notamment quand je fais des enquêtes sur les retraités, pas forcément les retraités, mais sur les subsahariens, notamment le genre chez les subsahariens. Dans mon enquête, j'ai pas eu énormément de retraités subsahariennes, parce que justement, comme je disais, il y a un décalage entre l'âge des retraités des hommes et l'âge des femmes. Donc, ce qui fait que ceux qu'on a pu rencontrer, il existe des retraités femmes,
Mais celles qu'on a pu interroger, en fait, elles sont toujours dans cette dynamique, en fait. C'est un peu comme si c'est le même moule culturel dans lequel ils ont été socialisés. Donc c'est un peu aussi comme s'il se passait le mot. Donc avec le mari, on essaie de discuter. Bon, est-ce qu'il va laisser l'autre pour aller en EHPAD, en fait? Donc il y a cette question, et je pense que généralement, c'est des sociétés traditionnelles où l'homme doit décider, en fait. C'est l'homme qui décide. C'est... Bon, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais voilà, si on accepte, s'ils sont ensemble toujours, c'est que bon, chacun gagne quelque chose. Donc c'est l'homme qui décide si on part en EHPAD, mais toujours avec, c'est pas une décision unilatérale. Il y a aussi, il va écouter les arguments de sa femme, tout et tout, pour essayer de voir un peu ce que sa femme en pense. Et bon, si sa femme dit que on doit partir à l'EHPAD, ils y vont. Et c'est pareil en fait pour le retour. Parce que pour la question du retour, ils essaient de discuter entre eux, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous. Donc, est-ce que c'est plus intéressant pour nous de retourner dans le pays d'origine? Bon, à deux, ils essaient de discuter, mais généralement, dans les sociétés traditionnelles africaines, là, la décision revient à l'homme. C'est comme ça. Voilà, ça ne se discute pas. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture ici dans cette session du matin. J'invite du coup à rejoindre la tête de voix pour...